Bonsoir à tous et bienvenue dans ce lieu, la Bourse de Paris, Euronext Paris, qui nous reçoit ce soir pour une webconférence. Alors je me présente d'abord, Aldo Sicurani, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et j'ai à mes côtés Bertrand Camus, qui est le directeur général de Suez et qui va nous parler de son groupe, de sa stratégie, dans un contexte d'actualité un petit peu compliqué. Bertrand Camus, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je parlais de l'actualité compliquée à laquelle vous êtes confronté, confronté à une double contrainte, à la fois cette crise sanitaire, cette pandémie qui nous affecte tous, et pas uniquement Suez, et plus précisément pour Suez, cette offre ou cette proposition de Veolia qui depuis maintenant un peu plus de 3 mois est sur la table. Alors c'est un souhait déclaré. Pour l'instant, il n'y a pas d'offre concrète qui est faite, mais ça quand même ça vous affecte plus directement. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas encore les contours précis, mais vous devez en tenir compte. Et nous allons évidemment en parler, mais je propose d'abord que nous revenons, que nous commencions peut-être par votre stratégie. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que vous avez lancé un nouveau plan de Suez 2030. Peut-être que vous pouvez nous commencer par ça et puis nous dire en quoi ce plan est affecté par cette pandémie qui nous touche tous en 2020. Alors 2020 est une année importante pour Suez, puisque c'est la première année de déploiement de notre plan stratégique Suez 2030, qui a été annoncé au marché et à nos actionnaires l'an dernier, au mois d'octobre. Un plan qui se déploie, qui avance bien, un plan ambitieux qui donne de bons résultats, et je pense que nous reviendrons dessus. Plus particulièrement en ce qui concerne la crise du Covid, ce que nous avons pu constater, c'est une très bonne résilience opérationnelle. Les équipes ont fait un travail absolument formidable pour assurer la continuité des services essentiels qui sont les nôtres, la distribution de l'eau potable, la collecte et le recyclage des déchets. Et partout dans le monde, nous avons des équipes qui ont été au rendez-vous et qui ont assuré la continuité de ces services. Alors nous avons aussi bénéficié du fait d'être un groupe mondial, puisque nous avons d'abord en début d'année expérimenté nos protocoles de continuité d'activité en Chine. L'épidémie s'est ensuite déplacée vers l'Europe, les États-Unis, puis après l'hémisphère sud. Et encore une fois, partout, les équipes ont répondu présent pour faire face à cette crise. Aussi une bonne résilience financière. Nous avons certes été impactés de façon assez importante au deuxième trimestre, en particulier en Europe et encore plus en particulier en France, où nous avons subi un arrêt brutal de l'économie. Pour vous donner un exemple, on avait un indicateur que j'ai utilisé il y a quelques jours qui était 3 semaines après le début du confinement au mois de mars, donc début avril, les volumes des déchets que nous collectons, que nous traitons, avait baissé de 70%. Par contre, dans la deuxième phase de confinement, celle qui a démarré il y a un peu plus d'1 mois, après 3 semaines, cette baisse n'était que de l'ordre de 7 à 8%. Donc, en fait, c'est que l'activité s'est beaucoup moins arrêtée, en particulier ce qui concerne le bâtiment et les travaux publics. Donc, globalement, une bonne résilience financière sur 2020 et les objectifs que nous avons annoncés le 31 juillet au moment de l'annonce de nos résultats semestriels et notre nouvelle guidance pour l'année 2020 est confirmée pour cette année. Mais avec 10 mois de recul, parce que ça fait maintenant 10 mois que cette pandémie a commencé, ça ne vous a pas amené à modifier votre plan Suez 2030, voire à l'altérer d'une manière ou d'une autre ? Ce que nous avons fait quand nous avons élaborer ce plan, c'était justement de se donner un horizon long terme de 2030, pour se projeter dans l'avenir et de voir comment nos métiers, la façon dont nous exerçons nos métiers devait évoluer pour être au rendez-vous de l'attente de nos clients.
et d'être capable de gagner des affaires sur la base de différenciation technologique, d'innovation. Et ce que l'on voit sur cette année, c'est qu'en dépit du ralentissement lié à la crise sanitaire, d'abord nous avons une forte activité commerciale avec de beaux contrats signés, nous reviendrons certainement dessus. Un des éléments clés était le recentrage de nos activités vers des activités plus porteuses de croissance et complètement en ligne avec notre stratégie. Et donc ça passait par une première phase de cession d'actifs avant de pouvoir redéployer ces capitaux. Là aussi, les équipes de Suez ont été au rendez-vous avec un plan de cession qui a été exécuté dans de très bonnes conditions. Et encore une fois, bravo aux équipes financières de Suez parce que ce n'était pas quelque chose d'évident dans ce contexte sanitaire. Et puis, un des autres éléments importants qui est le plan de performance pour améliorer la rentabilité de nos activités. Là aussi, nous sommes au rendez-vous avec, je dirais, même un petit peu en avance, nous sommes capables d'avoir ces économies en avance par rapport à ce que nous avions projeté, ce qui nous permet de rehausser aussi nos objectifs. Donc objectif que vous maintenez donc. Objectif que nous maintenons et donc le plan Suez 2030 aujourd'hui est en plein déploiement et nous commençons à récolter ces fruits en termes de croissance de nos activités. Alors, bon, nous avons ce soir un certain nombre d'actionnaires de Suez, je présume, qui nous écoutent, mais aussi des gens qui ne vous connaissent pas forcément. La transition écologique impose de profondes mutations dans le métier que vous exercez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elles sont, leur ampleur, et puis quelle est l'offre Suez aujourd'hui en 2020 ? Alors, les sujets que nous avons à gérer sont des sujets globaux, le cycle de l'eau, le cycle du déchet, aussi nouvelles offres environnementales. Et par contre, les solutions sont toujours locales. Et bien entendu, la façon dont nous exerçons nos métiers est très dépendante du contexte géographique, du niveau de développement des pays. On ne traite pas un réseau d'eau à Dijon ou à Marseille comme on peut le faire au Sénégal, par exemple. Nous avons démarré l'exploitation des réseaux des grandes villes au 1er janvier. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il fallait, dans nos métiers, prendre en compte plus d'externalités, de façon à ne pas être seulement un bon traiteur d'eau, un bon collecteur de déchets, mais aussi un partenaire de la transition écologique de nos clients, qu'ils soient municipalités ou des acteurs industriels, en sachant que ce que nous avons observé, c'est que ces sujets aujourd'hui sont au cœur des enjeux non seulement de la société, mais des municipalités, des gouvernements et des entreprises. Et donc nous avons travaillé à être capables de déterminer ces externalités et avoir des solutions concrètes à proposer. Alors, ça touche effectivement ce que nous apportons à nos clients, donc par exemple des solutions qui sont neutres en carbone, donc qui permettent de travailler sur l'atténuation, aussi des sujets d'adaptation, des sujets d'impact sur la biodiversité. Donc tous ces sujets-là sont aujourd'hui au cœur de nos offres et nous voulons comme ce partenaire de l'accélération de la transition écologique. Je soulignerai que c'est quelque chose qui est aussi de plus en plus regardé par les investisseurs. Moi, j'ai été très frappé au mois de mars quand j'ai fait les derniers roadshows physiques, avant que tout ceci devienne virtuel, de discussions avec des investisseurs, notamment aux États-Unis, on a parlé 5 minutes des résultats financiers parce qu'ils étaient en ligne avec les attentes, mais nous avons parlé pendant le reste de la réunion, c'est quoi Suez, comment est-ce que Suez contribue à ces fameux critères ESG. Donc c'est aussi une capacité à attirer ces investisseurs. D'ailleurs, il y a eu une forme de rallye sur les valeurs ESG avant la crise du Covid. Et puis ce que je vois aussi au niveau de nos clients industriels en particulier, c'est cette volonté que ces sujets-là ne soient pas juste un beau rapport à côté du rapport financier, mais que ça rentre complètement dans leur processus industriel. Et la meilleure preuve, et on le voit bien au niveau de l'activité, c'est que contrairement à la crise de 2008 où face à la crise économique, tous ces sujets-là avaient été arrêtés et mis de côté en disant on verra ça plus tard, aujourd'hui, nos interlocuteurs soit avancent, soit nous disent on va un petit peu plus doucement parce que la situation ne le permet pas, mais nous souhaitons que ces projets se matérialisent et donc nous continuons à les développer avec eux. Donc je pense que c'est un vrai changement de paradigme dans
les attentes de nos clients et à l'entreprise de s'adapter pour être capable d'être au rendez-vous, mais encore une fois en adaptant ses offres au niveau de développement et aux attentes de ses clients. Alors justement, vous avez fait référence à des contrats, à vos clients, à des contrats. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns, donner un peu quelques exemples que nos auditeurs puissent toucher un peu plus précisément ce que vous faites? Alors c'est toujours nos contrats, donc il y a à la fois une dimension technologique avec beaucoup de sujets liés au digital ou des sujets à fort impact environnementaux. Vous avez aussi tout un volet innovation contractuelle par rapport au métier de la concession qui était le modèle traditionnel de notre maison. Aujourd'hui nous avons beaucoup de formes d'intervention et puis il y a aussi l'impact direct sur les populations en termes par exemple de gains de pouvoir d'achat ou de qualité. Donc quelques exemples, sur le territoire national, nous avons renouvelé notre contrat de gestion de l'eau et de l'assainissement à Dijon. Il y a des innovations contractuelles parce que c'est la première fois qu'un contrat de DSP est passé avec les deux services dans le même contrat, c'est une première. C'est fait sous une forme de partenariat avec la municipalité, c'est une CEMOP, donc une société mixte à capital majoritaire de l'entreprise privée. Et d'un point de vue technologique, ce contrat prévoit le développement du traitement des boues des stations d'épuration pour faire du biogaz et donc arriver à une neutralité, une indépendance énergétique du système d'assainissement. Très beau contrat aussi que nous avons signé, c'est au Qatar où nous avons repris la gestion d'un tiers de l'île sur les réseaux d'eau, les réseaux pluviaux et sur la gestion des inondations. C'est un contrat qui fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Nous n'avons pas un contrat de cette taille-là aujourd'hui en France et nous l'avons signé pour 10 ans. Et puis un autre exemple, Tachkent en Ouzbékistan, où là aussi nous allons contribuer à l'amélioration de la gestion du réseau de distribution d'eau. Alors ça reste une entreprise qui est gérée publiquement, mais nous intervenons à la fois sur du transfert de savoir-faire et des apports technologiques. C'est un contrat qui fait 140 millions d'euros et 60% sont des outils digitaux et smart pour mieux gérer le réseau d'eau de la capitale de l'Ouzbékistan. Donc beaucoup de technologies, manifestement. Ça représente un effort de recherche important pour Suez? Alors, ça fait partie de notre plan stratégique. Ce que nous avons projeté dans la déformation du portefeuille de Suez à horizon 2030, c'est une présence accrue à l'international. Alors, ce que nous appelons l'international, c'est en dehors de l'Europe, c'est assez ethnocentré. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans une proportion inversée. C'est un peu plus de 40% à l'international et un peu moins de 60% en Europe. Nous avons aussi un rééquilibrage du portefeuille entre clients municipaux et clients industriels. On passe d'un 40-60 en grand chiffre, 40% industriels, 60% municipaux, vers un 50-50, mais avec un changement du contenu des services pour les industriels. Et puis nous avons aujourd'hui à peu près 20% de notre chiffre d'affaires qui est créé à partir de solutions digitales et technologiques, et nous souhaitons que ce pourcentage passe à 30%. Donc oui, ça nécessite de la recherche, de l'innovation. Aujourd'hui, Suez, déjà ça fait partie de son ADN constitutif, toujours aller rechercher les meilleures innovations. Et aujourd'hui, nous investissons à peu près 120 millions d'euros par an en recherche et développement, et avec la volonté d'augmenter ces montants de l'ordre de 50% dans les 3 ans qui viennent, grâce aux économies que nous allons réaliser au niveau de notre plan de performance. Alors justement, là, il faut qu'on en vienne quand même à cette affaire Veolia, si je puis m'exprimer ainsi. À un moment donné, il va bien arriver que les actionnaires vont devoir trancher, se prononcer entre une proposition dont nous ne connaissons pas encore la teneur et votre stratégie. Donc ce plan Suez 2030, que vous avez commencé à préciser et à ébaucher, qu'est-ce qu'il apporte comme valeur pour l'actionnaire? Alors, déjà c'est un projet industriel, donc avec un clair positionnement sur nos marchés en termes de proposition de valeur. Qu'est-ce que nous apportons à nos clients? C'est ce que j'ai décrit précédemment sur les externalités. Voilà, comment est-ce que l'on arrive à pouvoir mieux valoriser nos savoir-faire auprès de nos clients et dans les partenariats que nous avons avec eux. Nous avons ensuite structuré le plan autour de 3 axes principaux qui sont la sélectivité,
la simplicité et l'engagement. Donc sélectivité, c'est de vraiment se positionner sur les activités les plus porteuses de croissance, ce qui nous amène à gagner des contrats sur de la différenciation. Et j'ai parlé de certains contrats, mais ça inclut aussi donc le recentrage de notre portefeuille, à la fois des cessions et des réinvestissements dans les activités plus porteuses de croissance et de différenciation. Donc ça inclut notamment l'eau industrielle, tout ce qui est digital, solutions à l'environnement, traitement de l'air par exemple, et aussi la politique, les projets que nous développons dans le domaine des déchets dangereux. Donc ça, c'est tout l'axe de sélectivité pour pouvoir vraiment aller chercher des projets qui sont créateurs de valeur pour nos clients et donc en conséquence pour nos actionnaires. Le volet simplicité, c'est l'adaptation de notre organisation avec le plan de performance, 1 milliard d'économies qui avait été annoncé à horizon 2023 et le fait que nous soyons en avance de phase sur le déploiement de ce plan de performance nous a permis de rehausser nos objectifs à environ 1,2 milliard à horizon 2023. Et puis ce qui est l'engagement des équipes, Suez, c'est 90 000 femmes et hommes au service des collectivités, de nos clients chaque jour. Voilà, donc société de service, il faut qu'eux soient présents et je pense que tout ce qu'ils ont démontré cette année avec le Covid est la meilleure forme de leur engagement. Alors sur la base de ce plan, nous avons en 2019 et nous avons de nouveau communiqué sur ces chiffres au mois de septembre. Nous sommes engagés sur des résultats financiers qui, eux, sont à beaucoup plus court terme, avec des points de passage en 2021 et en 2023, à la fois sur le résultat net récurrent par action, la génération de cash. Et ça nous a permis, dans nos dernières présentations, de pouvoir confirmer à la fois un dividende ordinaire de 65 centimes d'euros en 2020, 70 centimes en 2021 et des distributions exceptionnelles dès 2021 pour pouvoir redonner à nos actionnaires une partie du fruit de notre centrage et des cessions. Donc ça, c'est le plan concret sur lequel les équipes travaillent, sur lequel les équipes avancent, sur lequel les équipes produisent des résultats, et ce qui nous a permis de pouvoir confirmer ces montants au mois de septembre en termes de retour vers nos actionnaires. Et vous pensez que ça sera suffisant pour les détourner de l'offre Veolia ? Ça, c'est la réalité, ce que nous sommes en train de faire. Après, effectivement, on parlait de l'intention d'offre de Veolia. À ce jour, il n'y a pas eu d'offre concrète pour l'ensemble de nos actionnaires. Le seul qui est une offre concrète qui s'est matérialisée, c'est Engie, qui a reçu ses 18 €. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente de voir s'il y aura ou pas une offre concrète pour l'ensemble de nos actionnaires. Et nous aurons non seulement l'obligation, mais le devoir de l'étudier sérieusement, et à nos actionnaires ensuite de décider laquelle des deux offres ils souhaiteront privilégier. Enfin, vous avez quand même pris l'initiative de créer cette fondation néerlandaise. Elle a été une initiative qui a été très critiquée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? C'est un mécanisme qui est permis par la loi, déjà pour commencer, complètement légal, dans l'esprit de la loi Florange, qui permet de protéger l'intégrité de notre groupe. Je pense que le premier objectif que nous avions quand cette fondation a été mise en place, c'était au mois de septembre, c'était que Suez, son conseil d'administration, soit au cœur des discussions, ce qui n'était pas le cas dans la dynamique qui s'est développée entre Engie et Veolia. Cette fondation peut être annulée à tout moment si le conseil d'administration considère qu'il reçoit une offre satisfaisante. Elle n'empêche pas de faire une offre. Aujourd'hui, Veolia est tout à fait en mesure de faire une offre. Et puis peut-être pour clarifier un peu des rumeurs, il n'y a pas eu de changement
de domiciliation, en termes de gouvernance, en termes d'impôts, en termes de management. C'est une action, enfin 2 actions sur 42 millions d'actions qui ont été transférées, donc les centres de décision restent bien en France. Et puis je noterai que la transaction qu'a faite Veolia avec Engie le 5 octobre a été faite après la mise en place de cette fondation. Et nous pensons qu'elle a contribué à rehausser le prix qui a été offert par Veolia à Engie. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une révision du prix. Oui. Enfin bon, il ne reste pas moins que cette situation est source d'incertitude, pas uniquement pour vos actionnaires, d'ailleurs aussi pour vos salariés, pour vos clients. Ça ne vous inquiète pas ? Les équipes sont aujourd'hui complètement focalisées sur le plan de développement et de recentrage de l'entreprise, Suez 2030. Alors à midi, j'étais en conférence téléphonique avec 200 business développeurs à travers le monde, oui, qui posaient des questions sur ce qui allait se passer. Donc on a échangé sur ce sujet, qui aussi parlait des difficultés que cela pouvait éventuellement représenter, ou plutôt des questionnements des clients sur nos activités. Et donc aujourd'hui, la réalité, c'est que ce qui existe, c'est Suez 2030, nos équipes sont là, nos clients ont besoin de nos services, et nous arrivons aujourd'hui à continuer à avancer indépendamment de cette situation. D'accord. Mais vous fermez la porte à Veolia ? Pas du tout. Le conseil d'administration a été clair. J'ai été clair aussi au moment de la présentation des résultats du 3e trimestre. Toute offre concrète, précise, sera analysée, évaluée avec le sérieux que cela mérite, à la fois sur des aspects de traitement égalitaire de nos actionnaires, entre 18 € au mois d'octobre et 18 € éventuellement, avec beaucoup de subject to, comme on dit. Je pense que c'est un sujet qui sera regardé avec beaucoup d'attention. Et puis toutes les questions liées au projet industriel. Voilà, le slogan du super champion est une chose, mais après il y a des questions très concrètes. Un projet industriel, c'est ce que nous avons fait avec Suez 2030. C'est une projection dans l'avenir, c'est des priorités d'investissement, de recherche et de développement, de secteurs dans lesquels vous voulez vous développer. C'est des mesures pour s'assurer que les clients bénéficient toujours de services d'excellence, d'une saine concurrence, et puis aussi tout l'aspect social qui est très important, de façon à ce que les équipes soient à bord d'un éventuel projet. Donc la porte n'est pas fermée, mais pour l'instant, ce que nous avons, c'est Suez 2030, et nous restons focalisés sur le déploiement et le succès de notre plan stratégique. Eh bien, c'est clair. Merci beaucoup pour ces explications qui sont nécessaires, parce que beaucoup de petits actionnaires, si je puis m'exprimer ainsi, n'ont pas forcément toutes les informations en main. Je vous propose maintenant que nous passions aux questions-réponses. Nous en avons reçu un certain nombre avant cette réunion, et une après, et une pendant. Et justement, c'est une pendant. Je vais commencer par une de celles que nous venons de recevoir. Un actionnaire dit que dans le contexte particulier que connaît le groupe Suez, quel rôle peuvent jouer les petits actionnaires pour que Suez garde bien son identité ? Alors, je profite de cette question pour que vous nous parliez un petit peu de la structure du capital depuis le transfert des actions, de Engie à Veolia, 29,9%. Enfin, ce n'est pas toutes les actions Engie, se sont bien assurés de rester sous la barre des 30% à partir de laquelle vous êtes obligé de lancer une OPA. Et que vous nous disiez un peu quel est le statut juridique de cette participation de Veolia dans Suez. Alors donc il y a les 29,9 donc qui ont été transférés le jour même, en fait, le 5 octobre, et depuis il y a une décision de justice du tribunal de Paris qui a été confirmée. Voilà, qui a été confirmée en appel sur le fait que cette opération amenant in fine à une opération globale, les instances représentatives du personnel auraient dû être consultées. Donc c'est un processus qui est en voie de démarrage.
avec en particulier la signature d'un accord de méthode qui permettent d'ordonner un peu ce processus, puisque nous avons énormément de filiales et de centres, de CSE à consulter. C'est une question assez intéressante parce qu'en fait, vous vous rendez compte que dans le projet de Veolia, une grande partie des activités en France passeront à des tiers en fait, pour des problèmes de concurrence, que ce soit la question de la gestion de l'eau, mais aussi une grande partie des activités de traitement des déchets. Donc il y a des questions légitimes qui se posent sur nos 30 000 collaborateurs. Il y en a à peu près 20 000 qui sont concernés, à peu près 2 tiers. Donc il y a des questions légitimes qui se posent. Et puis vous avez toute la question de l'impact social, puisque vous avez des doublons au niveau des 2 entreprises. Et donc il y aura forcément un impact au niveau des salariés, ce que nous estimons de l'ordre de 4 000 à 5 000 personnes sur nos centres de décision en France. Donc, Antoine Frérot a pris des engagements quand même dans ce domaine. À lui de le convaincre, je dirais, les instances que ces engagements sont réels et fermes. Et ce que nous avons vu pour l'instant était quand même plutôt assez léger. Donc voilà, donc ça c'est un premier sujet sur les 29.9. Vous avez aussi toute la question de la concurrence. Aujourd'hui, Veolia reste un de nos principaux concurrents. Et donc les règles au niveau européen font que les droits de vote sont limités et ne sont accordés qu'au cas par cas par la Commission européenne, le temps que celle-ci fasse son évaluation à la fois de l'impact sur la concurrence, mais aussi des remèdes à apporter, ce qu'on appelle les remèdes, donc des cessions éventuelles pour pouvoir maintenir un niveau de concurrence qui soit satisfaisant et dynamique en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui est amené à être traité dans les 12 à 18 mois, donc qui va prendre du temps. Et pendant ce temps-là, nous avons une obligation, un devoir d'être des concurrents réels, dynamiques, acharnés, parce que sinon on s'expose à d'autres sanctions au niveau du droit européen. Je dis que tous les sujets d'entente, c'est 10% du chiffre d'affaires mondial des entreprises. Donc c'est un sujet très très sérieux sur lequel nous prêtons la plus grande attention. Voilà, il n'y a pas de possibilité, par exemple, que Veolia nomme des administrateurs au conseil d'administration tant que tout ça n'a pas été fait. Donc ça, c'est pour les 29.9. Après, dans notre actionnariat, nous avons nos partenaires historiques de la Caixa en Espagne, qui ont à peu près 6% du capital. C'est le fruit d'une opération. Nous avons pris le contrôle des activités en Espagne et eux sont montés au capital de Suez. Nous avons la même chose avec des actionnaires chiliens, puisque nous sommes un grand opérateur, nous gérons les eaux et l'assainissement de la capitale du Chili, à Santiago, donc c'est un autre partenaire historique. Nous avons les salariés, qui aujourd'hui sont à un peu plus de 4% du capital, et nous avons relancé un nouveau plan de participation pour nos salariés qui devrait nous permettre d'augmenter cette participation. Voilà dans les actionnaires un peu historiques. Et puis après, nous avons bien entendu les actionnaires individuels, c'est de l'ordre de 5% au niveau de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui compte au moment de prendre des décisions. Et puis après, nous avons tout un ensemble d'investisseurs long terme, d'autres plus court terme, avec peu de mouvement en fait depuis le lancement de cette opération. Nous avons constaté une grande stabilité au niveau de l'actionnariat. Oui, c'est très curieux. Le cours de bourse s'est fixé au premier prix proposé, c'est-à-dire à peu près 15 euros, et reste là. Toujours sur le capital, poursuivons un petit peu parce qu'il y a eu deux questions. Une qui nous a été posée avant la réunion. Pourquoi Suez finalement ne s'est pas substitué à Veolia? Pourquoi ne pas avoir acheté les 29,9% d'Engie, voire les 32%, ça du coup vous pouviez... Ah non, peut-être pas. Non. Et une autre question qui est un peu concomitante, qui est, ne serait-il pas souhaitable de conserver du cash au cas où Veolia ne réussisse pas dans son entreprise et soit vendeur des 29,9% qu'il détient?
Alors, le fait de se substituer à Engie fait partie des options qui ont été considérées en amont de tout ça. Mais il y avait un problème fondamental qui était que ça résolvait le problème d'Engie, mais ça n'assurait pas un traitement égalitaire de l'ensemble de nos actionnaires. Et ça a été une ligne de conduite très stricte de la part du conseil d'administration, de dire que les solutions auxquelles Suez devait travailler et sur lesquelles le conseil d'administration m'a mandaté devait permettre un traitement égalitaire de l'ensemble des actionnaires. Donc ça, c'est la première chose. Et aujourd'hui, sur, je dirais, l'utilisation du cash que nous générons, ce que nous avons présenté au mois de septembre, en fait, nous arrivons à un bon équilibre entre à la fois réinvestir dans l'entreprise, développer des projets. Je crois que on disait que sur 8,5 milliards de cash générés sur la période de mi-2020 à fin 2022, 4,5 allaient à des nouveaux projets de développement, des CAPEX. Il y avait à peu près 2 milliards pour nos actionnaires, donc sous forme de dividendes ordinaires et dividendes exceptionnels. 1 milliard pour du désendettement, qui est aussi une façon d'enrichir l'entreprise, parce que ça leur donne de la capacité à pouvoir emprunter et à se développer. Et puis 1 milliard qui était mis de côté en disant soit nous avons des bons projets de réinvestissement et nous avançons sur ces sujets-là. Si nous n'en avons pas, on peut envisager un retour vers les actionnaires. Donc nous avons trouvé un équilibre dans le contexte par rapport au projet Suez 2030 qui permettent à la fois de continuer à développer l'entreprise, à la recentrer, à la repositionner, à se renforcer sur les secteurs porteurs d'avenir et avoir un juste retour pour les actionnaires qui nous accompagnent depuis très longtemps pour la plupart d'entre eux. Alors un actionnaire, lui, craint que si l'offre le jour où il y en aura une, de Veolia échoue, le cours risque de retomber vers 11 ou 12 euros. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour le rassurer? Écoutez, chaque chose en son temps. La seule chose que je peux constater, c'est qu'avant le Covid, nous étions aux environs de 16, 15 plus, 16 à la fin du mois de février, début mars. Donc le 11-12, à mon avis, est quand même plutôt une valeur Covid. Oui, il y avait déjà eu un rattrapage, c'est vrai. Voilà, absolument. donc il y avait ça. Ça, c'était la première chose. Donc voilà, par rapport à la situation. Et d'ailleurs, on voit bien la façon dont les marchés ont évolué depuis qu'il y a des espoirs, notamment sur les vaccins, d'un retour progressif à une forme de normalité, non seulement au niveau de la vie quotidienne, mais dans la vie des affaires. Donc ça, je pense que c'est le premier sujet. Et puis le second, c'était effectivement le déploiement de notre plan stratégique et le fait qu'il produise les effets que nous avions annoncés. Alors il y avait une forme d'attente aussi, puisque Suez a quand même une belle histoire de croissance sur la décennie précédente, mais bon, quand on regarde les résultats, ce n'était pas tout à fait au rendez-vous. Donc nous, avec l'équipe de direction et le conseil d'administration, le plan de Suez 2030, c'était de se projeter sur le futur, mais aussi être capable de créer durablement de la valeur pour nos actionnaires. Et donc nous sommes aujourd'hui dans la phase de démonstration que c'est un projet qui marche, qui permet de gagner des affaires. Les rotations d'actifs se passent bien. On va pouvoir annoncer des acquisitions dans les semaines qui viennent. Et donc, nous avons aussi confirmé à la fois les niveaux de résultats, les niveaux de dividendes. Et tout ça doit contribuer aussi à soutenir le titre à des niveaux qui sont proches de celui pré-Covid et progressivement remonter. Donc, je pense que le 11-12 n'est pas le bon point de référence. Alors, tout à l'heure, quand vous avez parlé des contrats, vous avez évoqué le changement de modèle, la fin progressive du système traditionnel de concession. Et on a vu récemment un certain nombre de villes reprendre la main sur le traitement des eaux ou le traitement des déchets. Et pendant longtemps, les marchés se sont focalisés sur cet aspect-là de votre métier. Et moi, ce que je remarque dans les propos que vous avez tenus tout à l'heure, c'est la très très grande technicité. Et je me dis que
les municipalités, les métropoles n'ont pas forcément les moyens d'avoir cette compétence, très grande compétence technique que vous avez. Alors c'est pas un moyen de rentrer par la fenêtre quand la porte est fermée? Je pense que si on prend un peu de recul par rapport à ces questions de mode de gestion, qui sont devenues plutôt une question politique qu'une question technique. Bon, déjà, le changement climatique, il est là. Il n'est pas fait pour s'améliorer dans les années qui viennent. Je pense qu'on a tous vu le retard qui a été pris par rapport à la mise en place des accords de Paris, et que le 1,5 degré à la fin du siècle sera quelque chose de très très difficile à atteindre. Donc le changement climatique est là. Ce qui veut dire aussi un environnement plus fragile, notamment dans nos métiers d'eau. Voilà, souvent je parle de la Seine là, qui n'est pas très loin, dire voilà, c'est dans 10-15 ans, c'est 2 fois moins d'eau l'été, et donc si vous ne traitez pas 2 fois mieux les eaux des stations d'épuration, ça va se détériorer et les poissons qui sont revenus progressivement ne seront plus là, quoi. Donc il va y avoir un besoin important d'investissement, de technologie aussi pour baisser le coût de cet investissement, puisqu'il y a beaucoup d'autres besoins au niveau sociétal à mettre en œuvre pour réaliser cette transition écologique. Et donc indépendamment des modes de gestion, le savoir-faire technologique, les innovations, que ce soit dans le traitement, dans le digital, vont être nécessaires à ces grands donneurs d'ordre pour pouvoir mener à bien cette transition. Et c'est, si vous voulez, le pari qui avait été enclenché il y a 7-8 ans au moment de la première vague de municipalisation, c'était de se dire, bon, ok, on a des clients qui, eux, croient encore à la concession, à la DSP, et on en a beaucoup, nous, dans les villes moyennes en France, avec de très très beaux contrats. D'autres ont décidé de reprendre leur gestion en direct, mais par contre, ils ont encore besoin de ces savoir-faire. Et voilà, nous, par exemple, nous avons gagné la télérelève pour l'ensemble de la ville de Paris il y a 4-5 ans, que nous sommes en train de déployer. Et petit à petit, ce que nous avons peut-être vu comme une contrainte au début est devenu une force, parce qu'en fait, ça nous permet d'adresser un marché qui est gigantesque, qui est celui de l'ensemble des opérateurs publics qui ne veulent pas transférer la propriété ou la gestion de leurs actifs, mais qui sont intéressés par avoir recours aux technologies de dernière génération. Aujourd'hui, quand on regarde le marché de l'eau, pour prendre cet exemple, et je pourrais parler de la même chose au niveau du traitement et recyclage et valorisation du déchet. Quand on est dans l'eau, on est à peu près une gestion privée, c'est de l'ordre de 10-15% au niveau mondial. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir des technologies à vendre et des savoir-faire sans demander le transfert de propriété ou d'opération nous permet de travailler avec ces clients. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de répondre à un appel d'offres très très compétitif sur la télérelève de Singapour. Singapour, c'est ce qui se fait, c'est le nec plus ultra de l'entité publique de gestion de l'eau, à cause des problèmes d'alimentation en eau. Ils ont tout, la réutilisation des eaux usées, des salements, enfin toutes les technologies possibles. Et nous sommes un des rares acteurs européens à être capable de répondre, en tout cas à l'appel d'offres. Le gagner, c'est une autre chose, mais en tout cas de répondre à cet appel d'offres. Donc voilà, oui, donc il y a ces décisions de gestion, c'est la responsabilité des collectivités, mais surtout ce qui est savoir-faire, technologie, un grand groupe comme le nôtre est là pour répondre à leurs besoins. Oui, vous parliez tout à l'heure, si j'ai bien compris et entendu, 15% c'est la part des acteurs privés. En fait, on vous présente Veolia et vous comme les 2 leaders mondiaux du secteur, mais avec des parts de marché qui sont extrêmement faibles finalement. Quand vous regardez, nous on est numéro 1 en termes de population desservie, avec à peu près 140 millions d'habitants. Veolia est derrière nous, donc quand on fait la somme des deux, allez, on arrive à 250-260 millions d'habitants sur la planète. Donc vous voyez ce que ça donne. C'est entre 3 et demi, voilà, d'habitants sur la planète. Donc vous voyez la marche qui reste à progresser. Puis après, vous avez un vrai décrochage en termes de population. Vous retrouvez les acteurs chinois ensuite, mais qui sont en fait beaucoup de population de par la Chine, la taille de la Chine, mais ce sont de grosses régies en fait. Quand vous prenez la ville de Pékin, une belle entreprise, mais c'est une grosse régie. Et après, il y a vraiment un décrochage en termes d'acteurs, et ce sont les 2 seuls acteurs mondiaux avec des positions et des approches relativement différentes sur ces marchés. Alors un actionnaire, ou en tout cas quelqu'un qui nous écoute, pose une question un petit peu longue, donc je vais la lire si vous permettez. Sur quel point précis le plan
ou la vision stratégique de Suez est-elle différente, voire antagoniste et inconciliable avec celle de Veolia, pour que vous vous opposiez à tout rapprochement avec une telle vigueur? En quoi la venue d'un fonds d'investissement dont le seul objectif est financier serait-elle plus protectrice que celle d'un industriel comme Veolia? Alors déjà pour commencer, il n'y a pas de refus dogmatique. Tout ça, c'est le fruit d'analyse et de savoir qu'est-ce qui est meilleur pour les entreprises, qu'est-ce qui est meilleur pour notre pays aussi. Je veux dire, nous avons quand même la chance, mais le fait d'avoir 2 leaders mondiaux dans les sujets services à l'environnement, qui est l'un des défis, si ce n'est le défi principal de la décennie qui vient. Donc il faut se poser la question si mettre les deux ensemble, ça crée plus de valeur, pas seulement pour les actionnaires, mais aussi pour l'ensemble des parties prenantes. Et en fait, nous avons une vision qui est, je pense, différente, qui est que ce n'est pas la taille qui permet de gagner sur ces marchés, c'est l'innovation. Et je constate que nous investissons presque 2 fois plus en innovation chaque année, indépendamment en montant, et donc en pourcentage, puisqu'ils sont plus gros que nous. Ça veut dire que notre pourcentage est bien plus élevé. Question d'agilité aussi, parce que, encore une fois, si les technologies, les sujets sont globaux, les projets sont tous, les ingrédients sont les mêmes, mais la recette est différente d'un pays à l'autre, quand on prend en compte non seulement les réglementations, les cultures, le point de départ et les objectifs qui sont fixés. Donc il faut de l'agilité dans la façon dont on développe ces savoir-faire. Nous avons inventé des modèles spécifiques en Inde. Une des grandes erreurs du développement au tout début, je fais une petite parenthèse, c'était de se dire on prend le modèle français, on le met partout dans le monde, et on a eu des catastrophes comme l'Argentine. Moi j'y ai passé 6 ans, on a vu que ça ne marchait pas. Par contre, on a développé des modèles adaptés à chacun des pays. Donc de l'innovation, de l'agilité dans la façon dont on déploie nos savoir-faire, et puis une forte culture de partenariat. Parce qu'on voit bien que les enjeux sont tels que ce n'est pas une entreprise qui va apporter toutes les solutions, mais c'est bien justement en associant non seulement nos clients, mais aussi les citoyens, les startups, qu'on arrive à développer des projets qui sont gagnants-gagnants, comme on peut dire, pour l'ensemble des parties prenantes. Donc ça, c'est notre vision qui est différente de celle de la recherche de la taille d'un côté. Voilà, et ce que nous disons, nous, c'est que voilà, c'est quoi mettre les deux ensemble sans avoir fixé une ligne claire de quels sont les secteurs dans lesquels on investit, quelle est la direction qu'on prend, quelles sont les géographies, ne fait pas un projet industriel. Donc c'est ça le fond de la question. Et je pense que nous avons fait ce virage depuis un moment. Donc déjà sur le digital, nous nous sommes lancés assez fortement dans les années 2010, au tout début. Nous avons fait une étape majeure avec l'acquisition de GE Water en 2017, qui était une grande acquisition de Suez, donc sur tout ce qui est technologie de traitement. Donc nous avons apporté nos savoir-faire de traitement industriel avec ceux de GE Water, et nous avons créé une filiale qui s'appelle WTS. Je rappelle qu'à l'époque, Veolia n'avait même pas regardé le dossier. Donc voilà, ce sont des positionnements différents, et nous continuons à avancer dans cette direction. Bien, prochaine étape, l'Assemblée générale. Oui, il y a beaucoup d'étapes. Déjà, finir l'année, annoncer nos résultats. Les résultats, les résultats annuels, vous les annoncez quand? C'est en début d'année prochaine. Début d'année prochaine. Oui, tout à fait. Donc, début février. Effectivement, nous aurons un rendez-vous à l'Assemblée générale l'année prochaine. Saint-Gobain a mis 6 ans sans succès pour se sortir du dossier SICA. Pourtant, ils avaient la majorité de droits de vote, mais pas du capital, loin de là. On pourrait avoir un tel scénario, Veolia, Suez? C'est très difficile de faire de la bourse-fiction. Voilà, ouais. D'ailleurs, quand vous parlez avec le patron de Saint-Gobain, il dit mais surtout les deux dossiers ne sont pas du tout comparables, ce n'est pas du tout la même histoire. Voilà, je pense que chaque dossier a sa propre dynamique,
sa propre histoire, son propre contexte. Voilà, on n'est pas non plus dans un contexte facile. Hein. Voilà, il y a le Covid. Est-ce que ça va être maîtrisé l'an prochain? On parle du vaccin, les conséquences de la crise économique hein, qui sont là. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez énormément d'entreprises qui souffrent, des petites entreprises, des moyennes entreprises, tous les commerçants. Enfin, on est quand même face à quelque chose d'assez pas important, mais d'une magnitude quand même jamais vue. Stupéfiant, je pourrais même dire. Oui, non, c'est du jamais vu. On voit bien en même temps le dérèglement climatique est là. On voit bien que ce genre d'événements, sous une forme ou sous une autre, vont faire partie de notre futur. Donc voilà, tout ça, cette opération doit être aussi remise dans un contexte plus général pour voir comment elle se développe. Et voilà, donc on verra bien. Nous, on considère que nous avons une mission essentielle auprès des populations, auprès de nos clients, aussi d'être un acteur important de cette transition écologique dont on parle beaucoup. Et nous sommes des acteurs concrets. Donc la feuille de route, c'est de continuer dans cette direction, être un acteur concret. Et puis pour le reste, écoutez, on vous tiendra informé des rebondissements et des développements qui ne manqueront pas d'apparaître dans les semaines et les mois qui viennent. Bon, en tout cas, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que vous trouviez une solution qui soit la meilleure, pas uniquement pour vos actionnaires, mais aussi pour vos salariés, pour votre entreprise, pour votre groupe. Et puis aussi que ça ne vous empêche pas de passer de bonnes fêtes, vous et puis tout le monde dans cette situation si particulière. Merci beaucoup. Merci. Si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, on l'a fait, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et le groupe Suez se fera un plaisir d'y répondre. Merci et bonne fin de soirée. Merci, très bonne fête. Parfait. Merci. Merci à vous.